Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Une présentation que j'ai travaillée et que je suis très fier de vous donner ce soir sur la science dans Warcraft, ou, c'est écrit derrière moi, ou un exemple de science avec la fiction. En gros, comment utiliser un univers de fiction de manière scientifique, l'objectif étant de se servir du matériau de cet univers-là pour essayer de répondre à des questions qui sont en lien avec l'univers en question. J'ai dit 2 fois question, vous avez compris. L'objectif étant surtout de montrer quelques petits outils scientifiques qui sont intéressants, ludiques éventuellement pour certains, mais en tout cas qui vont bien nous servir pour répondre à cette fameuse question qui ne concerne que l'univers qu'on est en train d'étudier, c'est-à-dire Azeroth. Et là, la question de ce soir, elle est dans le titre, Azeroth, une planète comme la nôtre. On va se demander en fait tout simplement si Azeroth ressemble à la Terre ou pas, quelles sont les différences, quelles sont les similitudes s'il y en a. Vous allez voir ça avec moi dans quelques instants. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que le chemin est plus important que le but, parce que c'est à travers justement un raisonnement intellectuel et une présentation un peu succincte aussi de l'univers qu'on va prendre son plaisir à apprécier justement la science dans un univers de fiction. Je suis un grand fan de Roland Le Hook, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, j'en ai pas parlé dans la petite présentation, mais je vais le faire rapidement maintenant. Roland Le Hook qui est pour moi un modèle en ce qui concerne à la fois la science, mais aussi tout ce qui est relatif, on va dire, à ses travaux sur la science dans la fiction. Et Dieu sait qu'il en a fait beaucoup sur pas mal d'œuvres différentes de science-fiction en particulier. Donc c'est vraiment chouette que... D'ailleurs, c'est lui qui m'a inspiré, on va dire, ce type de raisonnement, ce type de travaux que vous allez voir ce soir. Voilà un petit peu l'introduction générale de la présentation. Encore une fois, on est sur un live sur Twitch, donc n'hésitez pas à faire vos remarques, poser vos questions dans le chat. Je suis là pour essayer d'y répondre, essayer de vous apporter un maximum d'éclaircissements, en particulier sur les concepts scientifiques qui ne sont pas forcément évidents pour quelqu'un qui n'a jamais vu de science. Donc franchement, n'hésitez pas. On n'est pas à une conférence en public avec des gens qui ont une montre à la main et qui attendent que la conférence se finisse au bout de 30 minutes. Non, là on est plus sur une soirée chill, posée, tranquille. La conf est censée durer 30 minutes ce week-end parce que c'est celle que je donne au Play Azure Festival à Nice, je le rappelle, c'est ce week-end. Mais ça ne durera pas 30 minutes, je vous le garantis, ça ne durera pas 30 minutes ici en live sur Twitch parce que tout simplement... On est là, posé, et je préfère mettre l'accent sur l'interaction avec le chat et digresser et répondre à vos questions quand c'est nécessaire, plutôt que essayer de rusher une présentation. Voilou. Est-ce qu'une question questionnant a une réponse? Je sais pas, je comprends pas ta question déjà, alors j'ai vu, c'est compliqué, ça part mal. Première question dans le chat, j'ai rien compris. Voilà. À quand la science dans la télé-réalité? Je sais pas, pas avec moi en tout cas, ou si c'est avec moi, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Est-ce qu'on peut recevoir une compensation pour servir de test et risquer d'avoir un stream de moins bonne qualité? Écoute, Arnaud, je sais que tu es sub à la chaîne, donc peut-être tu attends une conférence de qualité. Mais même si elle n'est pas définitive, même si ces slides sont pas définitives, sache que j'ai mis beaucoup d'amour, beaucoup de motivation et beaucoup d'entrain et de travail et de temps pour faire quelque chose dont je suis assez fier. Donc voilà, c'est malheureusement tout ce que je peux t'offrir ce soir. Voilà, ou Science of Warcraft, ou un exemple de science avec la fiction. C'était la slide 1, je vous propose de passer à la slide 2. Quelle originalité, je sais. World of Warcraft, ou plutôt l'univers de Warcraft étendu, tel est l'objet d'étude de ce soir, ce sur quoi on va se pencher. En réalité, je vais vous donner un peu une approche générale et après on va se focaliser sur un cas particulier qui est donc la question qu'on se pose autour de la planète Azeroth. Mais je vais partir du principe que on va raisonner, on va en fait penser la fiction pour essayer de l'appréhender avec les outils de la science, mais de manière générale. L'objectif de cette présentation, c'est pas seulement de répondre à la question que je vous ai mis en titre du stream, mais aussi et surtout de vous montrer que faire des sciences avec la fiction, bah,
en fait, il y a une méthodologie derrière, si on veut. Enfin, il y en a probablement plusieurs, mais je vais vous présenter au moins une des méthodologies, celle que j'ai un peu théorisée et employée en exemple dans cette présentation, pour vous montrer que c'est, on va dire, à la portée de tous, ou du moins à ceux qui ont un minimum de bagage scientifique et qui ont envie de s'en servir pour leur univers de fiction préféré. Donc ce soir, ça va être autour de l'univers de Warcraft. Donc voilà, j'ai mis des photos classiques qui reprennent les grands jeux de la licence Warcraft, avec Warcraft 1 premier du nom, puis 2, puis 3, bon, ça on a eu l'occasion d'en parler en introduction, et le fameux World of Warcraft qui est, je pense, un des jeux les plus connus de l'univers du jeu vidéo, même connu par les gens qui n'ont jamais joué au jeu, au moins de nom. Donc voilà, je pense que ce jeu n'est plus trop à présenter, étant donné la publicité qu'on en a fait durant ces dernières années. C'est un jeu qui marche toujours dans une certaine mesure, même s'il n'est plus au plus haut de son succès. Il y a toujours des joueurs qui jouent. Je ne me suis pas renseigné sur combien exactement, mais ça reste un jeu qui a beaucoup d'influence et qui a influencé toute une génération, dont la mienne. Voilà. Pour ceux qui découvrent. Donc pour résumer, alors, dans les grosses lignes, ce qu'est l'univers de Warcraft, comme son nom l'indique, dans Warcraft, il y a le mot war qui est la guerre. Ça serait l'art de la guerre finalement, Warcraft, ou plutôt voilà, un univers dans lequel s'affrontent tout un tas de races différentes. Souvent ça va être des humains contre des orques, ça a été les premiers opus, mais très rapidement, ça s'est étendu à d'autres races avec tout un tas de conflits très différents qui sont on va dire, mobilisés, qui sont encouragés par des motifs parfois individuels, parfois collectifs, de personnages plus ou moins puissants, plus ou moins sages, etc. Donc voilà, en fait, c'est une grande histoire de conflit qui existe entre des races qui se foutent sur la gueule d'une manière ou d'une autre pour tout un tas de raisons qui sont assez différentes. Donc quelque part, ça peut aussi refléter certains des aspects historiques qui concernent nos sociétés. On pourrait faire cette analyse-là, mais n'étant pas historien moi-même, je ne le ferai pas, même si je pense que c'est tout à fait faisable d'avoir une lecture de World of Warcraft, enfin de Warcraft en général, à travers le prisme finalement de l'histoire de l'humanité. Et dans les jeux, on va souvent incarner soit un héros parmi les héros qui existent dans l'univers, soit des races, et faire la guerre avec d'autres races. Alors réduire Warcraft à de la guerre, c'est quand même... c'est pas trop honorer le jeu. Il y a évidemment d'autres interactions, d'autres choses intéressantes à tirer de Warcraft autres que juste l'aspect guerrier, mais c'est quand même essentiellement des jeux dans lesquels il y a des histoires qui mènent à des conflits d'une manière ou d'une autre, quoi, si on peut le résumer, avec évidemment des intérêts, encore une fois, comme je l'ai dit, très différents entre les personnages qui motivent justement l'apparition des guerres. Toujours rien compris. Écoute, tu vois Game of Thrones, c'est pas ça. Voilà. J'ai jamais joué à WoW. Je fume déjà de la weed, j'ai toujours voulu éviter polytoxicomanie. Ouais, effectivement, Warcraft est connu aussi pour son côté addictif, mais qui est pas tant lié à Warcraft en lui-même, mais plutôt à l'aspect social des MMORPG, puisque j'ai oublié de le dire, mais World of Warcraft est un MMORPG. Ce qui veut littéralement dire que c'est un jeu où il y a beaucoup de gens qui y jouent, et il y a un côté communautaire très important dans un univers de type RPG, donc de type roleplay, donc où on incarne un personnage qui est en interaction avec d'autres et qui évolue dans un univers qui est celui du coup de Warcraft, quoi. Donc dans l'univers de Warcraft, les personnages évoluent principalement sur une planète, même si au fur et à mesure des différents jeux et extensions, en fait, on a vu apparaître d'autres mondes à droite, à gauche, quoi. Enfin, il existe d'autres lieux dans lesquels évoluent les personnages, finalement. J'ai joué à Warcraft 3. Bon, voilà. Du coup, si t'as joué à Warcraft 3, t'as déjà une bonne idée du type d'univers que c'est, quoi. Voilou. Travail terminé, exactement. L'univers de WoW, c'est des peuples en guerre et conflit dans le genre fantasy, avec une cosmogonie qui n'est pas juste mythologique.
Ouais, il y a une cosmogonie assez complète. En fait, ce qui fait aussi la richesse du jeu, c'est le nombre de personnages, enfin du jeu, de l'univers, ça va être là, le nombre de personnages, le nombre d'intrigues qu'il y aura aussi à différents moments de l'histoire de Warcraft, parce que l'histoire de Warcraft, en fait, existe, hein, mais elle peut être écrite dans des bouquins entiers et elle est longue vraiment. Je dirais pas qu'elle est aussi longue que ce qu'a pu écrire Tolkien, mais elle est quand même très conséquente et on peut en dire beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a même des gens, des influenceurs qui sont spécialisés dans l'histoire de Warcraft et qui racontent tout un tas de choses autour de l'univers. Bon bref, je vais continuer parce que sinon on va pas s'en sortir. On va attaquer directement, là bam, comme ça, sans crier gare. On attaque directement dans le cœur du sujet pour ce qui est de faire de la science avec la fiction. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire de la science avec la fiction? Bah, c'est déjà se poser des questions sur l'univers dans lequel l'univers dont on veut faire l'étude, d'accord? Se poser des questions sur l'univers. Donc ça vous est probablement déjà arrivé, quel que soit l'univers, quelle que soit la fiction que vous avez parcouru, que vous avez suivi, que vous avez consommé. Vous êtes peut-être déjà posé des questions sur l'univers. Ça peut être vous avez par exemple une carte de votre univers favori, mais la carte est peut-être pas complète, peut-être qu'il y a des zones de la carte où il manque des choses, ou alors vous vous demandez comment cette chose dans l'univers peut être possible, étant donné les lois, les règles qui régissent cet univers-là. Autrement dit, pour être plus général, faire de la science avec la fiction, c'est se demander finalement quel élément qui existe dans notre réalité va aussi se refléter dans la fiction. Quel élément de notre réalité, quel élément ça peut être de notre société, ça peut être de notre nature. Quand je dis nature, c'est au sens général, c'est de la science naturelle, ça va être la nature telle qu'on la connaît, nous, sur Terre. Quels sont y a-t-il des éléments sur notre planète qu'on retrouve, en fait, finalement, dans l'univers de fiction, donc qui font écho, finalement, ces éléments de fiction, qui font écho à notre propre réalité. En fait, on se rend vite compte qu'entre notre réalité et l'univers de fiction, il y a des passerelles, il y a des parallèles qui sont faits. Et c'est pas anodin, puisque, en fait, toute la fiction qu'on produit est issue de connaissances, d'éléments que nous-mêmes, nous vivons au jour le jour. Donc c'est normal qu'on puisse trouver des parallèles entre la réalité, comme notre Terre qu'on voit ici, et la fiction, comme la planète Azeroth que vous voyez à droite. Ou plutôt, ce que vous voyez à droite, c'est une représentation du monde d'Azeroth sur la carte. Enfin, c'est une carte du monde d'Azeroth, qui là en fait n'est pas complète, hein, pour vraiment les craquitos du lore. Là on voit que 3 continents principalement sur la carte, alors que maintenant avec toutes les extensions de World of Warcraft, en réalité il y a pas mal de zones qui sont disponibles, des continents qui sont un peu apparus, quoi. Voilà, donc voilà, se poser des questions déjà sur l'univers, c'est la première étape quand on veut essayer de faire de la science à partir de cet univers fictif. Et voir quels sont les points communs finalement entre notre réalité et cet univers de fiction. Voilà. Donc par exemple, là tout ça c'est la démarche générale. Moi je vais vous donner 2 exemples pour agrémenter la réflexion et vous montrer pour illustrer tout simplement ce que je vous raconte. Je vais vous montrer 2 exemples. Alors à la base, pour être honnête avec vous, c'était les 2 exemples que je voulais développer dans cette conférence. Mais par manque de temps, en fait, je pense que je vais uniquement, enfin c'est même sûr, je vais uniquement parler du premier point que vous voyez ici, c'est Azeroth est-elle une planète semblable à la Terre? Donc voilà le genre de questions qu'on peut se poser. En dessous, j'ai mis les outils, les disciplines scientifiques qui vont nous servir pour tacler cette question. Donc un peu d'astrophysique, planétologie, de physique, voilà. Je mélange un peu tout, vous allez voir, ça va se décanter au fur et à mesure, vous allez un peu mieux comprendre. Et la deuxième question auquel j'aurais aimé répondre, mais on n'aura pas le temps ce soir, mais c'est par exemple un autre axe d'étude, c'est quelle recette pour la peste réprouvée. Alors là vous êtes en mode, si vous n'avez jamais joué à Warcraft, vous êtes en mode mais qu'est-ce qu'il raconte? Petit topo rapide, en gros il existe une race dans Warcraft qui est une race de morts-vivants. Donc vous voyez ici un individu, et cette race de morts-vivants, des fois ils sont alliés avec d'autres races, des fois on sait pas trop ce qu'ils veulent, ils font un peu les trucs en soum-soum. Et en fait, à un moment dans le jeu, sans vraiment trop spoiler, parce que tout le monde connaît de toute façon, beaucoup de gens connaissent cette histoire, les gens qui ont joué à Warcraft. En fait, cette race de réprouvés, à un moment, cette race de morts-vivants qui s'appelle les réprouvés,
c'est leur nom, c'est pour ça que c'est la peste réprouvée, développe en Scred une sorte de gaz un peu bizarre. Alors on ne sait pas trop si c'est un gaz ou c'est un liquide, ça a l'air plutôt d'être un liquide d'ailleurs, la manière dont c'est stocké, mais c'est un liquide en tout cas très volatile, donc qui s'évapore facilement. Et ce qui se passe, c'est que cette race développe en secret une formule comme ça, une sorte de mixture un peu chelou, de mélange verdâtre un peu horrible dans leur laboratoire, pour l'utiliser en fait comme arme de guerre contre d'autres races. Et lors d'une bataille comment on peut dire ça, assez importante, on va dire, dans l'univers du jeu. En fait, les réprouvés, enfin donc cette race de morts-vivants, l'utilisent contre à la fois leurs ennemis, mais aussi leurs alliés, ce qui crée un scandale géopolitique pas possible, parce que cette arme est aussi bien utilisée pour tuer les méchants que tuer les gentils finalement, et donc ça fout un bordel pas possible dans les relations diplomatiques entre les peuples. Bon, bref, c'est un événement qui est connu dans le jeu, évidemment c'est pas connu des gens qui n'ont jamais joué, mais cette fameuse solution, cette fameuse substance, on l'appelle la peste réprouvée. Et donc une autre question qu'on peut se poser, encore une fois, en faisant le lien entre réalité et fiction, c'est de se demander, mais cette fameuse substance verdâtre, liquide, très volatile, est-ce qu'on pourrait trouver des équivalents dans notre réalité? Est-ce que ça fait écho à quelque chose que dans notre histoire on a pu connaître, par exemple? Donc là, je vais vous donner quelques éléments de réponse parce que c'est un aspect que j'ai pas du tout développé dans le reste de la présentation, j'aurai pas le temps. Salut Allcal, comment ça va? Donc comme ce que je disais, ce que j'étais en train de raconter, c'est que voilà les deux points ici que je voulais initialement aborder, mais seul le premier sera développé dans la suite de la conf. Le deuxième, j'aurai vraiment pas le temps, donc je vous en parle vite fait. Donc ce deuxième point sur la peste réprouvée, c'est de se dire, en fait, dans la réalité, à quoi ça pourrait faire écho. Et bon, vous l'aurez tout trouvé pour ceux qui ont un petit peu réfléchi, c'est tout simplement une référence aux armes chimiques qu'on a pu connaître lors, en particulier, des 2 premières guerres mondiales. Donc il y aurait pas mal de choses à dire sur ce que c'est qu'une arme chimique, comment ça fonctionne, quel est le type d'armes chimiques qui ont été utilisées, comment après on a fait en sorte qu'elles soient interdites. Je parle dans la réalité, hein, pas dans l'univers de fiction, même si aussi on peut s'intéresser dans WoW, comment cette arme a été accueillie par la communauté internationale, entre guillemets, des peuples de World of Warcraft, enfin de Warcraft. Et qu'est-ce que je voulais dire? En plus de ça, de ces aspects-là, on peut s'intéresser aussi à l'identification de cette substance. On sait que c'est un liquide verdâtre qui a tendance à s'évaporer facilement. Est-ce qu'il y aurait un composé chimique dans la réalité qui s'apparenterait en fait à ce type de substance? Là, il faut faire les recherches. Et autant, bon, moi je suis chimiste de base, donc j'ai quelques petits éléments de réponse qui me viennent en tête. Mais même quelqu'un qui n'est pas chimiste, en fait, tant qu'il a la démarche et qu'il a envie justement de creuser cette question-là, il pourra trouver des éléments pour essayer de répondre à cette question. Parce qu'on a des informations de l'univers. On sait que la substance est verte, on sait qu'elle est volatile, on peut regarder des cinématiques dans lesquelles elle est utilisée pour justement essayer de mieux connaître ses propriétés et voir à quel point elle est nocive pour les organismes. Et à partir de la carte d'identité de cette substance, après on peut essayer de trouver les points communs qu'il existe dans les armes de guerre que l'humanité a vraiment utilisées. Et en fait, elle est là la mentalité qu'il y a derrière. Je vais pas vous donner les réponses parce que j'ai moi-même pas développé cet aspect-là, mais je vois que Théodu 8-bit parle du phosgène par exemple, qui est un candidat intéressant pour ça, puisque ça fait partie des molécules qui, il me semble, ont été utilisées comme armes de guerre. Donc, ce que je vais vous faire ressentir, c'est la démarche, cet aspect intellectuel de on a un élément de fiction, et cet élément de fiction, en fait, il nous fait poser la question de notre propre réalité. Donc j'espère que c'est un peu plus concret, parce que autant la première slide pouvait paraître un peu nébuleuse, avec là un cas particulier, vous voyez un peu la gymnastique intellectuelle qu'il faut faire pour passer de la fiction
à la réalité. Et je pense que c'est... En fait, le plus dur, c'est de se poser les bonnes questions. Et après, les réponses, vous les trouverez en vous renseignant sur Internet. C'est ce que j'ai fait, hein, moi, pour la conf. Hein. J'ai rien sorti de mon chapeau. Hein. J'ai dû faire des études un peu sur les... J'ai dû, en fait, j'ai dû réactiver tout un tas de connaissances que j'avais en physique et en planéto pour pouvoir produire ce que je vous ai produit. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, il y a les bonnes questions à se poser et il y a le bon matériel à aller creuser. Donc, pour le moment, j'ai juste parlé de l'univers. Enfin, des questions à se poser. Mais maintenant, je vais vous parler du coup de la deuxième partie que j'ai évoquée il y a un instant. C'est le matériau de base. Bon, est-ce que jusque-là, ça va? je sais que je prends beaucoup mon temps et que j'irai beaucoup plus vite au week-end prochain. Mais en gros, là, je veux vraiment poser les bases pour que tout le monde puisse arriver à suivre et tout le monde ait les outils et les clés pour pouvoir éventuellement... faire la même chose de votre côté avec votre univers de fiction. Donc là, après, il faut choisir son matériau. Enfin, il faut choisir quel élément vous décidez de prendre en compte pour faire votre étude. Pourquoi il faut choisir? Pourquoi on ne peut pas tout prendre? Là, j'ai mis des exemples justement concernant l'univers de Warcraft. Vous pouvez soit choisir les jeux, soit choisir les livres, soit même choisir un film, parce qu'il y a le film Warcraft, dans lequel il y a des éléments de l'univers dont vous pouvez très bien vous servir pour construire justement, enfin pour vous apporter des éléments qui vont répondre à vos questions. Le truc c'est que si c'est un univers trop étendu et qu'il y a plein de ressources différentes, vous risquez de vous perdre à essayer de prendre un maximum de ressources pour répondre à vos questions. Il y a ce premier aspect là qui est compliqué, c'est que si là j'essaye de répondre à la peste réprouvée, bon pour le coup il n'y a que World of Warcraft qui peut vraiment me répondre. Non, il y a aussi les livres qui pourraient me donner des réponses, parce que dans les romans il doit probablement y avoir aussi des descriptions de cette peste-là et comment elle agit sur certains individus. Donc on peut aussi démultiplier les sources, mais en démultipliant les sources, ça vous demande quand même pas mal de travail d'investigation. Donc ça va être long de quand même chercher dans toutes les sources disponibles des informations. Donc ça peut être un peu chiant de chercher pendant 1000 ans d'une part. Et l'autre problème sur lequel vous risquez de tomber, en fait ça va être la cohérence des sources. C'est la question qui est derrière, là, qui est cachée derrière moi. Quid de la cohérence des sources? Dans le jeu aussi, dans le mode campagne. Dans le mode campagne, tu parles dans Warcraft 3, c'est ça? Il y a un truc... Ah mais oui, si, je suis bête, dans Warcraft 3, oui c'est vrai, dans Warcraft 3, il y a la peste. Mais c'est vrai que c'est pas la peste réprouvée, c'est la peste de base, en fait, c'est la peste du fléau, en fait c'est le fléau. Exactement, Vermine. C'est vrai que moi je faisais plus référence à la peste de World of Warcraft, fait par les réprouvés, plutôt que la peste de celle des morts vivants du fléau dans Warcraft 3. Ce qui est justement pas tout à fait la même chose, il me semble, au niveau histoire. Mais c'est intéressant que tu soulignes, j'y ai pas du tout pensé, tu vois. Mais honnêtement, c'est intéressant parce que du coup, ça permet d'approfondir aussi la question de la peste, de savoir, nouvelle question qui se pose, est-ce que la peste des réprouvés est la même que celle qu'on voit dans Warcraft 3? Et sinon, quelles sont les différences, quoi? Et comment on pourrait expliquer les différences? Bon, voilà, là, vous voyez que, en fait, le plus on connaît un univers, le plus on peut se poser des questions dessus. Le plus l'univers est étendu, le plus c'est possible de faire ça aussi. Vous pouvez pas faire ça non plus avec des univers dans lesquels il y a trop peu d'informations. Mais dans des univers qui sont très, très larges, avec plein de sources, très vite, ça va vous faire des nœuds intellectuels un peu au cerveau. Et bon... Après, au bout d'un moment, il faut aussi mettre le stop et pas trop essayer de répondre à toutes les questions. Enfin, disons qu'il y a un moment où ça devient presque plus de la masturbation intellectuelle et ça... Disons que les gens qui sont dans votre délire, ils vont réussir à vous suivre et les autres, bof quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc bref, tout ça pour dire que c'est intéressant ta remarque parce que c'est un aspect que j'avais pas du tout anticipé, mais qui est effectivement discutable. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, le quid de la cohérence des sources. Ouais, je parlais des sources. Parce que donc là, c'est les différentes sources, vous avez compris. Au-dessus, les différentes sources, le jeu, les livres, les films. Vous pouvez choisir votre matériau de base. Et il vaut mieux pas trop... Un conseil, c'est de pas trop, se disperser dans tous les matériaux. D'une part, parce que ça fait beaucoup de travail. Donc on a la flemme de travailler, évidemment. Du travail, encore du travail. Mais aussi et surtout... il y a le problème de cohérence des sources.
Ça, c'est un truc très classique dans les univers étendus. C'est quoi? Alors, c'est que le fait que les différentes sources, en fait, vont parfois décrire un même phénomène, mais vont pas le décrire de la même manière. Enfin, vont décrire, vont donner des informations qui vont être en apparence, enfin, même parfois pas en apparence, mais vont donner des informations contradictoires sur un même phénomène. Que ce soit un phénomène naturel, un phénomène historique, un phénomène ce que vous voulez, un fait, de manière générale. Si vous mettez plusieurs sources et que vous les comparez, il est possible que vous ayez un problème de cohérence, et c'est très connu dans l'univers Warcraft justement, qu'il y ait des incohérences en fait entre les jeux, les livres et même le film. En fait, c'est même parfois assumé que, par exemple dans le cas de Warcraft, le film reprenne l'histoire globale de Warcraft, mais en changeant un certain nombre de choses, en changeant les personnages, enfin pas tout à fait les personnages principaux, mais plutôt ce que ces personnages ont fait, ou la ligne directrice du scénario en général. Donc bref, et c'est pour ça que à vouloir trop cumuler de sources pour essayer d'expliquer, pour essayer de répondre à une question, vous risquez en fait tout simplement de vous perdre dans la cohérence des sources et de pas d'être en train de vous bagarrer à savoir laquelle je prends, quoi, parce qu'elles disent des choses contraires. Voilà. Il y a un risque de faire des régressions à l'infini pour répondre à des questions de moins en moins pratiques. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut aussi s'arrêter. Et je pense qu'il faut se résoudre à des questions qui sont d'ordre général sur l'univers. Un petit peu comme Azeroth est-elle une planète semblable à la Terre? Ça, tu vois, c'est une question d'ordre un peu général, et le néophyte, enfin, quelqu'un qui connaît pas trop l'univers du jeu, ça peut encore l'intéresser un petit peu. Mais bon, même s'il y a le mot Azeroth dedans, mais bon, après, forcément, on fait de la science avec l'univers, donc il faut s'attendre à ce qu'on parle de l'univers. Mais par contre, la question sur la recette de la peste réprouvée, par exemple, c'est une question quand même beaucoup plus, on va dire, pour les gens qui connaissent bien le jeu et l'univers. Voilà pourquoi c'est une question un peu plus élitiste, on va dire, pour les gens qui savent déjà un peu de quoi on parle. Parce que sinon, ça demande d'introduire tous ces concepts-là comme je vous l'ai fait à l'oral, et ça rajoute un peu de la lourdeur pour les gens qui sont pas sensibles à l'univers. Alors après, de base, les gens qui... En fait, quand tu produis un contenu de vulgarisation de science avec un élément de fiction, avec de la fiction, les gens qui suivent ce contenu-là, normalement, c'est qu'ils apprécient déjà la fiction de base et qu'ils connaissent déjà 2-3 éléments de fiction dessus, quoi. Voilà. Bon. Je rappelle encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions dans le chat et tout. On est là pour ça, pour passer du bon temps. On va bientôt s'attaquer vraiment au cœur de la question. Là, on reste encore dans la partie introductive, avec comment on approche la problématique justement de la science dans la fiction. Voilà, enfin, on rentre dans le dur, mesdames et messieurs. J'espère que là, vous êtes chaud et que vous avez les neurones animés et surtout réveillés, parce que en fait, on va sortir la science. On va sortir les éléments scientifiques qui vont nous permettre de répondre à cette fameuse question de savoir est-ce que Azeroth ressemble à la Terre ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, qu'est-ce que ça veut dire ressembler à pour des planètes? Quand on compare des planètes en astrophysique, en fait, on va comparer des paramètres de ces planètes, enfin des caractéristiques des planètes. Et parmi les grandes caractéristiques que je pense vous connaissez, au moins de nom, il y a la taille, la masse et la gravité. Ça va être, on va dire, les 3 paramètres qu'on va traiter durant cette conf. Il y a qui dit de l'eau liquide. Ah, non, c'est pas ça. Il y a l'eau liquide aussi, mais l'eau liquide, ça va être une caractéristique planétologique plus qu'une caractéristique astrophysique pour le coup. Là, je vais regarder plutôt le corps d'Azeroth dans son ensemble. On pourra discuter de la composition chimique plus tard. Mais là, ce que je vais regarder, c'est davantage des paramètres astrophysiques qui concernent le corps dans son ensemble, et moins son aspect planétologique, c'est-à-dire ce qu'il y a au niveau de son atmosphère, au niveau de sa surface d'eau liquide, au niveau de ses continents. Ça aussi, c'est une question hyper intéressante qu'on pourrait tacler. Et qui est aussi dans la question finalement, est-ce que Azeroth ressemble à la Terre?
En fait, dans la question, est-ce que Azeroth ressemble à la Terre, il y en a plein des questions. Il y a effectivement comparer les continents entre eux, comparer les climats qui existent dans les régions d'Azeroth par rapport au climat terrestre. Mais ça, c'est des questions que je ne vais pas pouvoir tacler ce soir parce que je ne les ai pas travaillées et parce que tout simplement, il faudrait les étudier en amont. Mais je sais que c'est possible de le faire avec des modèles, par exemple pour le climat, on peut utiliser des modèles de climatologues, des modèles de simulation. Donc je sais qu'il est possible de le faire en simulant la planète Azeroth avec tout un tas de conditions. C'est possible de simuler les climats sur Azeroth et de voir justement si c'est comparable à ce qu'on retrouve en jeu ou pas. Mais bon bref, c'est une autre question. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ce que vous soulignez dans le chat parce qu'on pourrait très très bien s'intéresser aux étendues d'eau liquide et essayer de voir si, comme la Terre, qui est notre planète bleue, et bien Azeroth a aussi un pourcentage d'eau liquide très important, quoi. Voilà. Et ces températures, donc la taille du Soleil, distance orbitale de la planète, est-elle inclinée avec une lune? Voilà, exactement. L'Angélus complète avec d'autres éléments de paramètres astrophysiques qui est intéressant, mais qu'on ne traitera pas non plus aujourd'hui parce que c'est pareil, c'est d'autres questions qu'il faut prendre le temps d'étudier. Et ça, pour le coup, on a, selon les questions, on a plus ou moins d'informations dessus par rapport aux sources de l'univers. Par exemple, dans World of Warcraft, en fait, on peut voir le soleil. Il faudrait connaître la taille du soleil, mais si on connaissait un peu la taille du soleil dans Azeroth, on pourrait estimer la distance, par exemple, soleil-terre, et calculer combien d'énergie reçoit la planète. Combien d'énergie reçoit la planète, et donc en fonction de l'énergie reçue par la planète, calculer une température de surface, etc. etc. Donc là, je vous donne un raisonnement un peu bidon qui juste me passe par la tête, mais tout ça pour dire qu'on pourrait aussi travailler sur ces objets d'étude, quoi. Est-ce que diazote est aussi le premier gaz de l'atmosphère? Bah si seulement. Tu poses des questions difficiles, chaperonneul. En tout cas, merci d'être là, bienvenue. J'aimerais bien savoir si effectivement l'azote est aussi présent dans l'atmosphère d'Azeroth. En fait, pour savoir si l'azote est présent, il faudrait savoir si... pour savoir s'il y en a dans l'atmosphère, il faudrait savoir s'il y en a dans la planète. Déjà, s'il y a de la matière organique et s'il y a des plantes, si on fait l'hypothèse que la matière organique azérothienne est faite comme la matière organique terrestre d'azote, ça veut dire que l'azote doit bien être pris quelque part. Donc, bon, c'est possible qu'il y en ait dans l'atmosphère. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser, plus ou moins complexes. Complexe, je veux dire... Je devrais pas dire complexe, je devrais dire difficile. Enfin, des questions faciles à poser. Par exemple, savoir est-ce qu'il y a de l'azote dans l'atmosphère d'Azeroth, c'est une question facile à poser. Mais difficile d'y répondre à cause du manque d'éléments qu'il y a dans le jeu, tu vois. Ou alors, il faut trouver des éléments indirects dans le jeu qui nous permettent de répondre à la question de manière détournée, en fait. Est-ce qu'il y a du pétrole sur Azeroth? Bah oui, on a en fait du pétrole sur Azeroth, puisque on sait que les gobelins et les gnomes sont les premiers investisseurs de sites pétroliers et aiment bien... et je crois qu'il y a littéralement des plateformes ou alors des sites d'extraction. Alors je sais pas lui si c'est vraiment du pétrole. Mais en tout cas, si c'est pas du pétrole, c'est un liquide qui ressemble beaucoup, ou du moins qui y fait référence. Donc voilà, encore une fois, l'univers est tellement riche qu'on peut se poser quand même beaucoup de questions. La difficulté est plus dans est-ce que l'univers nous donne des éléments pour y répondre. Et ça, c'est pas toujours facile. Voilà. J'ai quoi après? Voilà. Donc pour répondre à la question, nous, on va pour le moment se contenter de la taille, la masse et la gravité pour voir si au niveau planétologique, on a des choses relativement semblables avec la Terre. Est-ce que là, au niveau de la balance, par exemple, on peut considérer que les deux planètes ont la même masse et de même taille? On aurait envie de dire que oui, parce que les développeurs du jeu se sont pas voulu, on pas voulu spécialement changer et faire quelque chose de complètement différent de notre planète. Donc là, déjà, on pourrait dire, enfin, intuitivement parlant, on pourrait se dire que globalement, ils ont voulu faire une planète un peu comme la Terre pour pas s'emmerder avec la physique du jeu. Et vous allez voir qu'en fait, c'est pas tout à fait ça. Que grâce à une approche de type scientifique, eh bien en fait, on peut avoir
ces informations-là que sont la taille, la masse et la gravité d'Azeroth. Et oui. Alors, préambule sur la question de ces paramètres physiques. Déjà, en fait, on peut essayer déjà d'appréhender un petit peu au niveau planétologique ce que ça implique d'avoir des planètes, des corps plus généralement parlant, qui ont une masse et une gravité. Souvent, on a l'intuition qui est plutôt vraie, la plupart du temps, que plus un corps est massif, plus il attire. C'est ce que je veux montrer ici, c'est que G, c'est en fait la gravité, d'accord? Ça va être l'accélération, ça va être là. En fait, c'est une accélération, vous le voyez, parce que c'est en mètres par seconde carré. En fait, ça va décrire l'accélération que vous allez subir en chute libre quand vous tombez. Sur ces notions-là, parce que je sais que dans le chat, certains diront c'est pas tout à fait ça, il faut prendre en compte les forces de frottement, etc. Pour le moment, on va considérer que c'est ça. Et pitié, pas attire, il n'y a pas une force magique qui attire. Alors Gibus, faites de la vulgarisation ici. Si tu veux qu'on fasse de la relativité générale, tu pourras revenir au stream, tu pourras revenir quand on aura invité un vulgarisateur pour nous en parler. Voilà, c'est pas tout à fait ça. Foxan qui a totalement pré-shot ou qui m'a complètement recopié dans ce que je viens de dire. En fait, on a cette intuition qui est assez naturelle, parce que ça marche plutôt bien, que plus un corps est massif, plus une planète a de la masse, tout simplement, et lourde, et plus on est attiré par elle, quoi. En fait, ça se voit quand on saute. Quand on saute, voilà, notre saut sur la Terre, quand on fait un saut sur la Terre, bah, on retombe sur Terre parce qu'on est attiré par elle. Alors évidemment, si on veut être très rigoureux, on n'est pas attiré par une force magique, mais c'est plutôt le tissu de l'espace-temps qui est courbé par la masse de la Terre qui fait qu'on est attiré, qu'on tombe sur la Terre en fait. Mais bon, bref. Mis à part ce petit élément de langage, je dirais que plus quelque chose est massif, plus effectivement on a l'impression qu'en faisant un saut, on va retomber rapidement sur la planète. C'est le cas aussi sur Mars. Enfin, pour vous donner d'autres exemples, on peut observer ce phénomène-là sur d'autres corps comme Mars. On sait que Mars, par exemple, est 10 fois plus légère que la Terre. Donc à chaque fois, j'ai pris la Terre comme référence. Mars est 10 fois plus légère que la Terre et on voit bien que la gravité est aussi plus faible. Au lieu d'avoir 9,8 mètres par seconde carré, qu'est-ce que ça veut dire 9,8 mètres par seconde carré, ça veut dire qu'en gros, pour dire 10, ça veut dire qu'en fait, à chaque seconde de chute, vous gagnez 10 mètres par seconde de vitesse. Bah pour Mars, en fait, c'est 3,7, donc en fait, vous avez une accélération qui est plus faible, tout simplement. Et ça veut dire, en gros, que vous chutez plus lentement. On peut le voir comme ça. Pour la Lune, c'est encore pire, parce que la Lune, on le voit qu'elle est 100 fois plus légère que la Terre. Et c'est connu au moins publiquement, enfin, je veux dire, c'est quelque chose de relativement naturel, tout le monde se l'imagine. Avec les fameuses vidéos qu'on a prises pendant la mission Apollo, les astronautes qui font des sauts, effectivement, quand ils sautent, ils restent plus longtemps dans les airs, parce que, en fait, le temps de chute est plus long. Un peu comme s'ils étaient moins attirés, entre guillemets, par la planète. Voilà. Donc si la planète se transformait en trou noir, ça changerait quelque chose? Et bien justement, tu poses la question, c'est intéressant. Parce que là, on a cette intuition, je voulais vous montrer ça, que moins c'est massif, pardon, ou alors au contraire, plus c'est massif et plus ça attire, entre guillemets, bah en fait, c'est pas tout à fait vrai. Ici, il y a un contre-exemple qui est assez édifiant, c'est le cas de Saturne. Saturne, en fait, c'est une autre planète de notre système solaire, évidemment. Et ben, il s'avère que sur Saturne, l'accélération est quasiment égale à celle de la Terre. C'est pas 9,8, c'est 10,4. Alors, j'ai dit sur Saturne. Bon, là, vous allez me dire, mais comment on peut être sur Saturne? Saturne n'a pas de surface sur laquelle on peut poser les pieds, c'est vrai. C'est avant tout une planète gazeuse dans laquelle il n'y a pas de surface solide, a priori en tout cas. On définit quand même une surface à Saturne
Il me semble que la convention veut que le zéro d'altitude de surface soit posé à 1 bar. Voilà, donc ça, c'est ça ce que j'appelle la surface de Saturne. Et donc, en fait, là, on voit que dans le cas de Saturne, on a une accélération qui est relativement similaire à la Terre, malgré le fait que la masse de Saturne soit 100 fois plus importante que celle de la planète. Donc là, on pourrait se dire, mais comment ça se fait Saturne qui est 100 fois plus massif que la Terre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle attire pas plus, en fait? Et bien parce qu'en fait, il y a un autre paramètre à prendre en compte, et c'est écrit dans la formule de gravité de surface que je vous mets là, c'est en fait le rayon. Le rayon du corps est important à prendre en compte pour justement calculer ce fameux G, cette fameuse gravité de surface. Donc il y a la taille qui compte. C'est ça en fait le message. C'est que ce n'est pas seulement la masse du corps qui va compter, mais ça va être comment cette masse est distribuée dans l'espace. Est-ce que la masse elle est distribuée dans un espace très très large, auquel cas le rayon, du coup la taille est très importante, donc le rayon est important. Et vous voyez que d'après la formule, si le rayon est très important, la formule à droite ici, si le rayon est très important au dénominateur, ça veut dire que G va être petite, quoi. Et à l'inverse, pour le coup, la masse, donc plus la masse est importante, plus G est important, ça on l'avait compris, mais il faut prendre en compte le rayon, et surtout que le rayon est au carré. Donc le rayon a un rôle encore plus important à jouer, on va dire, dans la gravité, dans le calcul de la gravité. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des corps qui finalement, comme Saturne, sont très massifs, certes, mais comme ils sont très grands, comme le rayon fait à peu près 10 fois la Terre, bah en fait on se retrouve avec une gravité qui est relativement similaire. Oui, en fait, si on est 100 fois plus massif que la Terre et qu'on a à peu près environ 10 fois le rayon, bah vous voyez que 10 fois 10 ça fait 100 au dénominateur, pardon, 10 fois 10, 100 au dénominateur, et au numérateur vous avez 100, 100 et 100, bah en fait, globalement les deux s'annulent et en fait vous avez quelque chose d'équivalent. 10 fois 10, 100, et oui c'est un truc de ouf. Donc voilà, ça permet déjà d'introduire la notion de gravité et de voir que elle n'est pas seulement liée à la masse, mais aussi au rayon. Et ça, c'est important. Salut Majouk. Et donc, quand on parle des paramètres astrophysiques que sont la gravité, la masse et le rayon, on a déjà cette formule qui nous permet de poser la base qui va être très importante pour la suite, vous allez voir, c'est pour ça que j'insiste dessus, pour le cas d'Azeroth, puisque, en fait, à partir de cette formule, on peut avoir l'un des termes grâce aux deux autres. C'est ça en fait. Azeroth, ok, on veut savoir la gravité G, la masse M et le rayon R. Comment on fait? Bah déjà on a cette formule. Donc si on connaît M ou R, on peut avoir G. Ou si on connaît G ou M, on peut avoir R. Ou si on connaît G et R, on peut avoir M, quoi. Bon bref, ça c'est... Il suffit juste d'isoler le terme qu'on veut. Et connaissant l'un des deux, encore une fois, on peut avoir le troisième. Ce qui se passe, c'est que parmi les trois termes qu'on a, il y en a en fait deux qui sont plus faciles à trouver que le dernier. Le gros problème là actuellement, c'est surtout la masse. La masse de la planète, c'est difficile à avoir. On peut éventuellement l'avoir si on était capable de voir le système, on va dire, le système stellaire dans lequel est la planète Azeroth, avec son étoile qui tourne autour, etc. Si on avait aussi la masse de l'étoile et la manière dont orbite Azeroth autour de l'étoile, on pourrait éventuellement calculer la masse d'Azeroth. Mais en fait, là, j'ai pas fait plus de recherches que ça, mais je pense que là, j'ai pas en tête de manière de calculer la masse autrement que en utilisant cette formule-là. Donc en fait, on va être forcé de trouver G et R d'une certaine manière. Et heureusement, vous allez voir qu'on a une manière de les trouver justement. Et c'est là où c'est intéressant. Donc l'objectif maintenant, ça va être de trouver la gravité et de trouver le rayon d'Azeroth pour pouvoir calculer tout simplement la masse de notre planète. Alors, la masse, enfin G, pardon, excusez-moi, on va commencer par G. Poser Azeroth sur une balance. Alors on pourrait
avec une balance cosmique. Faudrait demander aux titans justement s'ils ont pas gardé ça dans leur panthéon. Mais à ma connaissance de l'univers du jeu, les titans ne disposent pas de ça. En tout cas, je suis pas allé vérifier. Pour la gravité, voilà, l'Angibus ça pré-shot. Effectivement, on fait tomber un truc. Donc là, on va revenir sur Terre, non pas, donc du coup, avec de la... J'allais dire, non pas avec une approche, on va dire, astrophysique de la situation, mais plutôt de la physique fondamentale, assez simple, assez... Je vais pas dire simple, plutôt élémentaire, parce que c'est quelque chose qu'on voit à l'école, mais c'est pas parce qu'on le voit à l'école qu'on s'en souvient ou qu'on sait l'appliquer. Donc voilà, un rappel est quand même nécessaire. Donc, on va parler de mécanique newtonienne avec quelque chose que vous connaissez ou que vous avez connu quand vous étiez à l'école, qui est les fameuses lois de Newton, pardon, et en particulier la deuxième loi. Donc ça, c'est important, j'y reviens dans quelques instants. Mais avant ça, petite présentation de Newton, évidemment, enfin petite. Newton qui, comme vous le savez, s'est pris une pomme dans la tête, et ce qui lui a donné l'idée de faire de créer ces lois. En réalité, cette histoire, je crois que c'est plus une légende urbaine qu'un vrai fait historique. Et la petite anecdote rigolote, pardon, c'est que dans Warcraft, en fait, vous avez une représentation. Alors, on n'est pas sûr que ce soit une représentation de Newton, mais certains défendent cette idée-là en tout cas. On a un squelette qui s'est pris une hache dans la tête. Enfin, ça devait être probablement un être vivant avant de s'être pris une hache, mais bon. Et à côté des pommes, en fait, parce que le squelette est adossé à un pommier. Alors pourquoi certains suggèrent que c'est Newton? Parce que il y a des pommes à côté, mais surtout parce qu'on est à Nagrand, qui est en fait une des zones du monde de Warcraft dans lequel vous avez des îles qui flottent. Un peu ça fait penser un peu comme si finalement Newton était mort avant de pouvoir développer sa théorie, et donc comme Newton n'a pas réussi à inventer la gravité, du coup les objets et les îles lévitent. Voilà, peut-être c'est une référence à ça, en tout cas c'est une des explications qu'on peut avoir, quoi. Voilà, pour les connaisseurs du jeu, c'est dans la zone de Nagrand. Flotte dans quoi? L'air, l'eau, flotte dans les airs, donc lévite dans les airs. Là, on en voit une, non, vous voyez pas trop, mais au fond, il y a un exemple d'île qui lévite. Faut dire que c'est une région très particulière du jeu qui se situe même pas dans la planète de base, mais dans un monde parallèle. Donc bon, c'est encore autre chose, quoi. Alors maintenant, ça y est, il faut sortir le gros cerveau parce qu'on va reparler de la deuxième loi de Newton. Plutôt de Newton en général. Alors Newton, voilà, bon, vous connaissez un peu les bails de manière générale, ça doit vous rappeler quelques traumatismes éventuels. Un cas très très simple que vous connaissez, c'est la chute d'un corps. Vous savez, c'est juste lâcher un truc et le voir tomber. Voilà. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir approcher la valeur de G, qui est, je le rappelle, la gravité. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si vous lâchez un objet comme ça et que vous étudiez sa chute, en fait, c'est un cas relativement simple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre force qui s'applique sur l'objet que son propre poids, en fait. Vous ne donnez pas d'impulsion à l'objet, vous le lâchez comme ça, et l'objet va lui-même chuter, de haut en bas évidemment, mais il ne sera soumis qu'à une seule force, techniquement, en première approximation, c'est son poids. Donc la force qu'on appelle, qu'on nomme, P pour poids, et dont la formule est égale à mg. Donc c'est la masse de l'objet en question multipliée par g, qui est la gravité. Pour aller sur la loi de Newton, du coup, c'est tout simplement, pour rappel, hein, la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Donc la somme des forces qui s'appliquent sur l'objet en question est égale à la masse de l'objet fois multiplié par l'accélération. Donc en fait, l'accélération, ça va être la différence de vitesse. Ça, on va le voir un peu après. Voilà. Donc là, écrit formellement, ça ressemble à ça. Bon, il y a des versions plus complexes, mais celle qu'on apprend, il me semble, à l'école, c'est comme ça la notation. Sauf que là, on est dans un cas relativement simple. Donc, on a quoi? On a une seule force, qui est le poids.
Donc en fait, on peut réduire tout simplement l'équation au poids égal à masse fois accélération. Bon, j'ai pas gardé l'écriture avec les fameux vecteurs, j'ai simplifié pour des raisons encore de vulgarisation et faire ça un peu plus light, on va dire. Mais dans tous les cas, voilà, si on simplifie l'équation, on a du coup le poids qui est égal à la masse fois l'accélération. Le poids qui est lui-même égal à la masse fois g, puisque c'est ici, c'est écrit ici. Donc la masse de l'objet fois la gravité. Et une fois qu'on a ces équations, en fait, on voit que la masse est des deux côtés de part et d'autre de l'équation. Donc on peut tout simplement simplifier et avoir la gravité égale l'accélération. Ça, c'est un cas simple et on va dire un peu exagéré de la réalité, un peu simplifié, parce que dans la réalité, la chute d'un corps s'accompagne toujours de force de frottement. Enfin, toujours, ça dépend quand. Mais sur Terre, en tout cas, oui, parce qu'il y a de l'atmosphère. En fait, sur Terre, un objet il chute dans une atmosphère, et l'atmosphère va opposer une résistance à la chute. C'est-à-dire que l'objet va tomber, mais à cause de l'atmosphère, tu vas avoir en fait un ralentissement de l'objet en question. Donc en fait, il faudrait prendre en compte une autre force, si je voulais être très rigoureux, lors de l'application de cette loi, il faudrait aussi prendre en compte la force de frottement. Mais pour éviter qu'on fasse trop de calculs et que ça parte trop loin, surtout qu'en plus pour faire des calculs de force de frottement, il faudrait connaître la composition de l'atmosphère d'Azeroth, réponse auquel on n'a pas. La composition comme on ne la connaît pas, mais ça risque d'être compliqué quoi. Donc voilà. Et là, la force de frottement, c'est tout simplement en fait la force qui va s'appliquer sur l'objet quand l'objet va chuter. En fait, c'est exactement quand tu passes ta main comme ça dans l'air. Si tu donnes un, tu peux ressentir. Bon, il faudra vraiment la passer vite ta main. Mais si tu traverses l'air comme ça hyper rapidement, t'as des chances de ressentir une résistance. Bon là, ça va un peu vite, mais et en fait, la résistance, le vent que tu peux ressentir à la limite entre tes doigts, c'est ça. Et en fait, cette résistance de l'air, elle est d'autant plus importante que la vitesse de l'objet est rapide. Donc en fait, dans les premières secondes de chute, en général, elle est pas très importante. Mais au fur et à mesure que l'objet chute, cette résistance de l'air, elle va devenir de plus en plus importante. Elle va devenir tellement importante à un moment qu'elle va en fait avoir une intensité qui va être équivalente à celle du poids. Et à ce moment-là, équivalent au poids, tu vas avoir en fait tu vas arrêter d'accélérer tout simplement. Tu vas avoir une chute qui va avoir une vitesse constante. Voilou. Donc là, on pourrait se dire, ok, c'est cool, c'est la théorie, machin, mais comment on fait en pratique? Parce qu'en pratique, bah, faut pouvoir faire cette situation-là. En pratique, en fait, c'est possible. Dans Azeroth, tu peux chuter avec sur World of Warcraft avec ton personnage, tu peux tout simplement tomber. Voilà, il y a une physique derrière la chute des corps dans Azeroth. En fait, vous prenez votre personnage, vous pouvez sauter éventuellement de n'importe quelle falaise, vous pouvez vous mettre en l'air comme ce druide là qui s'est transformé en oiseau, et puis après une fois en oiseau, vous pouvez vous lâcher, vous retransformer en humain ou en elfe ou en quoi que ce soit en fonction de votre race. Et lorsque vous vous retransformez, là c'est en elfe de la nuit, et ben en fait votre personnage commence sa chute. Et vous voyez, alors j'ai pas fait les calculs, là, je me base sur encore une fois une source extérieure, une vidéo que j'ai trouvée sur le net. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut voir que la chute commence vraiment à une vitesse zéro, c'est-à-dire que le personnage, au moment où il commence à chuter, il est à vitesse nulle. Et après, doucement, il tombe vers le bas et il tombe de plus en plus rapidement. Et en fait, on peut du coup calculer en fait l'accélération. Là, vous vous dites, mais comment calculer l'accélération de ce personnage qui chute? Oui, parce que, excusez-moi, j'ai oublié de rappeler, mais là, grâce à notre modèle, on sait que l'accélération de chute va être égale à la gravité du corps. Donc c'est ça qui est cool avec cette équation-là, c'est qu'on peut littéralement avoir la gravité juste en mesurant l'accélération du corps, et c'est mieux de le faire dans les premières secondes, encore une fois, pour négliger les forces de frottement. Voilà. Donc là, on peut mesurer la chute du corps, mais comment on le fait? Et ben en fait, tout simplement en chronométrant sur les premières secondes de chute combien de temps met le personnage pour parcourir
X distance en prenant un nombre de clichés justement tous les X temps, enfin avec un créneau de temps compris, enfin un créneau de temps régulier, vous pouvez cartographier la chute et mesurer de proche en proche justement la vitesse et aussi donc l'accélération du corps. Donc en fait, pour rappel, l'accélération, en fait, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Sans rentrer dans les détails, pour simplifier grandement les calculs, on va tout simplement dire que l'accélération, ça va être une différence de vitesse divisée par une différence de temps. En prenant un temps, on va dire un moment, il y a un moment qui sera 1 et un moment qui sera 2. On va considérer que le moment 1, c'est le moment où la chute démarre, d'accord ? Le T1, c'est le temps du début de l'expérience, c'est-à-dire le T0 va être au moment où le personnage commence sa chute. Donc ça va être au moment où là, le droïde se passe de l'état d'oiseau à l'état d'elfe de la nuit. À ce moment-là, on lance le chrono. Et donc ça va déterminer notre T1, d'accord ? Mais c'est pas seulement notre T1 qui va être déterminé par ce moment-là très précis. À ce T1, il y aura aussi la vitesse V1 qu'on va associer et la position X1. C'est important de comprendre qu'à chaque temps, on va associer à la fois une vitesse et une position, d'accord ? Donc au T1, on va associer la position X1, donc la position du personnage, où est-ce qu'elle se situe, et sa vitesse initiale, donc V1. Et donc en fait, initialement, comme le personnage est en suspension et s'arrête d'un coup, bah, en fait, elle est de V1, sa vitesse, le personnage ne bouge pas. Donc V1... Autant T1 qui est égal à 0, V1 est aussi égal à 0, donc ça simplifie pas mal les calculs, parce qu'on se retrouve avec l'accélération qui est simplement égale à V2 sur T2, puisque V1 et T1 sont égales à 0. Comme c'est nous qui choisissons le début, et qu'on sait qu'au début il n'y a pas de vitesse, bah en fait on fait simplement V2 divisé par T2. Ok, donc l'accélération égale à V2 divisé par T2. Mais à ce moment-là, comment on définit V2 et T2 ? Bon, bah V2 et T2, ça va être un autre temps de chute. Ça va être au moment, je sais pas, ça peut être par exemple 1 seconde après la chute. On va dire que c'est ça. On va dire que c'est 1 seconde après que le personnage ait commencé sa chute. Donc T2 égale 1 seconde par exemple. Et V2, en fait, qu'est-ce que ça va être ? La vitesse, ce que c'est en fait, c'est une vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Ok ? Donc V2, ça va être en fait la distance parcourue pendant le temps T2. Donc pendant 1 seconde, quelle est la distance que va parcourir en fait notre personnage. Et donc là, on peut frame par frame mesurer justement au bout de 1 seconde, si on choisit T2 comme 1 seconde, au bout de 1 seconde, quelle va être la chute que va entamer notre personnage. Donc là, quelle est la distance que va parcourir notre personnage en 1 seconde. Là, vous pouvez vous dire, mais comment on sait les distances dans le jeu ? Parce que là, notre personnage, bah, on ne sait pas combien de taille il fait. Enfin, on ne connaît pas la taille du personnage, donc on n'a pas de référence. En fait, heureusement, dans Warcraft, on a des étalons pour les tailles. Et c'est derrière moi, là, pour le coup, c'est caché. Vous voyez ici, c'est des personnages qu'on voit derrière moi. Et c'est les différents personnages, les différentes races du jeu. Et derrière chacune des races du jeu, en fait, vous avez des tailles officielles qui sont établies. Donc là, par exemple, on a une elfe de la nuit. On sait que l'elfe de la nuit, elle fait une certaine taille. Et donc, on a notre étalon, ça va être la taille de l'elfe de la nuit. On sait que cette taille, ça fait X mètres, quoi. Ça fait un certain nombre de mètres. Et donc, en faisant ça, en fait, on peut mesurer la distance qui est parcourue par le personnage. Puisqu'il suffit, du coup, là, de chronométrer entre le moment où elle démarre sa chute et 1 seconde, par exemple, si on décide de 1 seconde, on peut mesurer la distance qui est parcourue. Donc, en faisant cette mesure-là, on va mesurer V2. Et comme ça, une fois qu'on a accès à V2, on peut faire V2 divisé par T2, donc voilà. Et en faisant cette division, on a accès à l'accélération. Voilà. On dirait un exercice de physique du lycée. Et bah oui, mais c'est ça, c'est complètement ça. C'est ça que je vous fais faire pour vous montrer ce qu'on est capable de faire avec des équations élémentaires de physique, jusqu'où on peut aller et ce qu'on peut montrer, ce qu'on peut mesurer. Parce que même si c'est un jeu vidéo, on a accès à tout un tas de caractéristiques physiques de l'univers et on peut pousser le vice vachement loin comme ça. Donc c'est comme ça qu'on mesure l'accélération. Donc là, j'ai résumé. En fait, l'accélération, du coup, ça va être x2 divisé par t2 au carré. Pourquoi ? Parce qu'en fait,
Si vous réinjectez V2, comme V2 c'est X2 sur T2, bref, vous avez la formule, finale, je vais y arriver, qui est égale à l'accélération égale à la position, enfin la distance parcourue, pardon, divisé par le temps pendant cette distance-là, enfin le temps qu'on a choisi, T2 au carré. Et donc en fait, on se rend compte que si on fait le calcul, alors là, c'est pas moi qui l'ai fait pour le coup, j'ai fait confiance à une vidéo que j'ai trouvée sur internet de quelqu'un qui l'a fait dans le jeu, et il a trouvé que l'accélération était égale à 30 mètres par seconde carré, et comme on a vu précédemment que l'accélération est égale à G, dans notre cadre très simplifié, du coup, G égale à 30 mètres par seconde carré. Ce qui est énorme, en fait, ce qui est 3 fois plus, une accélération 3 fois plus élevée que celle sur Terre. Je rappelle, celle sur Terre, c'est 10 mètres par seconde carré. Donc en fait, voilà, c'est 3 fois la Terre. Il mesure la distance par rapport à quoi? Car à l'arrière bouge suivant la caméra. Problème de parallaxe. À la base, ils ont... alors là, mon plan, il est mal pris, mais... Il y a une autre vidéo où le personnage est devant un mur, tu vois, et le mur a une texture et tu vois bouger la texture. Donc tu peux mesurer par rapport au niveau du personnage. Oui, effectivement, là, il faudrait un mètre à côté qui ne bouge pas pour être précis par rapport au parallaxe. Après, honnêtement, vu la distance, bon, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit à hauteur de personnage, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais là, mon extrait est effectivement mal choisi. C'est marrant que tu vois ça. Bon, Lorgibus, tu vois ça parce que t'es un craquito en physique. Hein, mais je suis pas sûr que les gens samedi dans l'audience ils remarqueront le truc, quoi. Mais effectivement, j'avais pas pris en compte le phénomène de parallaxe qui existe par rapport aux autres éléments, quoi. 20 pour 10. J'avais 9,8. Oui, mais en fait, c'est 9,8. Mais là, on fait tout en comment on dit, j'ai plus le mot en tête là. On simplifie grandement les choses, tout en arrondi, voilà. On arrondit au supérieur ou à l'inférieur facilement dans cette présentation, comme ça au moins on s'emmerde pas, quoi. Pas d'insulte, s'il te plaît. Oh, mais dire que t'es un craquito, c'est pas une insulte, hein. C'est même un honneur, je pense, pour toi. S'il y avait ça à côté d'un point de fixe, ok, mais là le point n'est pas vu. Oui, bien sûr. Je sais, je vois le problème que tu soulignes. Comme là, on n'a pas de point fixe, c'est compliqué de se référer à ça. Puisque la caméra bouge en même temps que le personnage, donc du coup, tu peux pas avoir un point fixe. Donc c'était pour une fois que je connaissais un truc. Non, mais tu connais, effectivement, c'est bien 9,8 hein, et pas 30. Et pas 10, pardon. Donc bref, la gravité est 3 fois plus importante sur Azeroth que sur la Terre. Donc ça, c'est une très très grosse différence, en fait. Hein. Ça veut dire, c'est comme si on était 3 fois plus attiré. Alors je sais bien que Lorgibus aime pas ce terme, mais c'est comme si on chutait beaucoup plus vite, en tout cas, avec une accélération 3 fois plus importante. Donc ça veut dire qu'on gagne une vitesse, on gagne de la vitesse très rapidement, encore plus rapidement que sur Terre, quoi. C'est comme si si on saute sur Azeroth, on retombe rapidement. Voilà. Donc la chute est importante. Alors il faut savoir que dans le jeu, quand même, ça on peut le faire que sur les premières secondes, parce que en fait rapidement ce qui se passe, c'est que notre personnage il va chuter à une vitesse constante. En fait notre personnage va reproduire une vitesse terminale qui sera similaire à celle de la Terre. C'est-à-dire qu'en fait on va atteindre rapidement la vitesse terminale, qui s'avère en fait être, d'après ce qu'a dit ma source vidéo en tout cas, s'avère être la même que sur la Terre. Donc en fait très rapidement le personnage va se stabiliser, enfin dans sa vitesse, va être à la même vitesse tout au long de sa chute. Et il va pas accélérer indéfiniment à 30 mètres par seconde carré, parce que sinon le personnage finirait par aller hyper vite et s'écraser au sol. Ils ont programmé dans le jeu une chute qui soit un peu semblable à la Terre au niveau de sa vitesse terminale en tout cas. Ouais, voilà, c'est ça. Tu t'éclates bien au sol si tu tombes, quoi. Ouais, la moindre flaque d'eau devient un peu difficile à sauter, exactement. Parce que t'es bien cloué au sol, quoi. C'est un monde dans lequel t'es bien cloué au sol. Ok. Ça, c'était pour G. Donc c'est bon, on a trouvé déjà un paramètre
Je vous rappelle, il nous en reste juste un deuxième à trouver. Et une fois qu'on en aura trouvé un deuxième, on pourra facilement calculer le troisième qui est la masse avec une petite équation. Ça va être rapide. Étonnant, j'ai toujours trouvé les chutes lentes sur WoW. Bah ouais, mais moi aussi. Hein, et pourtant, d'après le calcul... Bon, après, je fais confiance à un calcul. Hein, honnêtement, il faudrait que je fasse le calcul moi-même. Mais pour être totalement transparent, j'ai eu un peu la flemme de me payer un abo juste pour... un abo de 13 balles juste pour mesurer une chute. Après, y a Elysure qui m'a dit que c'est vrai que c'était gratuit. Pour les 20 premiers niveaux. Alors, limite, je peux recréer un personnage de niveau 1 et faire une chute lambda pour vérifier ça. Et ouais. En plus du temps, tu pourrais compter sur le nombre d'images à FPS fixe et en déduire le temps. Ouais, je pense, ouais. Oui, il y a plusieurs manières, je pense, après d'exploiter le cliché, enfin, la vidéo que tu prends de la chute, quoi. Laisse tomber, ouais, laisse tomber, tu sais, en mode bon, let's go, allez, vas-y, je vais créer mon petit perso. En tout cas, bon, je vais pas le faire avant ce week-end. Hein. Je rappelle, hein, cette présentation, je vais la donner ce week-end. Donc voilà, l'objectif, c'est quand même d'essayer de rester. Enfin, de présenter les choses de manière grossière. S'il y a des fautes, des exagérations, des trucs qui vont pas, c'est pas si grave que ça. C'est-à-dire que si samedi, il y a un mec comme Lorgibus dans l'assistance qui lève la main, qui dit monsieur, c'est pas normal parce que en fait, non, vous pouvez pas faire ça par rapport à tel phénomène de parallaxe de mes couilles. Bon, je dirais ok Einstein, t'as probablement raison. Mais voilà, l'important, encore une fois, c'est pas tant la réponse à la question, mais plutôt le chemin parcouru pour essayer d'y répondre. Tu vois. je botterai en touche comme ça, tu vois. S'il y a un Einstein dans l'assemblée, quoi. Tu fais ton Roland le Hook. Et bah oui, c'est ça. Hein. Hollande, tu viens de débarquer, mais avant, j'en ai parlé un petit peu de Roland pour lui dire que c'était vraiment quelqu'un qui m'inspire énormément et c'est lui aussi qui m'a motivé de faire ce genre d'exercice. Ok, j'ai piscine samedi, si j'ai bien compris. De toute façon, est-ce que Lorgibus, tu seras à Nice au Play Azure Festival ce samedi? Je pense pas. Donc tranquille, quoi. Voilà. C'est une très bonne méthode pour ouvrir la physique. Oui, voilà, bah, c'est l'objectif. Voilà. C'est l'objectif, c'est essayer de sensibiliser des gens qui ont un peu rien à foutre des sciences à quelques petites notions à travers un jeu vidéo ou un univers plus généralement. Bon bref, allez, on revient à nos moutons parce que sinon on va pas se coucher. Hein. Moi je vous préviens, à 22h30 c'est plié, je vais me coucher. Hein. On a quoi? Donc on a calculé la gravité d'Azeroth, déjà c'est pas mal. Là on aimerait bien mesurer le rayon de la planète Azeroth. Vous êtes en mode mais comment tu veux mesurer le rayon? En fait, encore une fois on va utiliser des subterfuges, on va essayer de se servir de ce que le jeu nous propose. On a plusieurs éléments. Alors déjà, en fait, l'élément principal qui va nous aider, c'est ce qu'il y a en haut à gauche ici. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un événement très particulier qu'il y a eu dans l'histoire du jeu, encore une fois. Ça, c'est le grand méchant, enfin, oui, on peut dire c'est le grand méchant de l'histoire de Warcraft. Il s'appelle Sargeras, c'est une sorte de gros démon vraiment vénère qui a envie de tout casser, qui a envie de détruire un peu toutes les planètes qui existent dans l'univers. Et son seul but, en fait, c'est d'envahir les planètes avec sa grosse armée qui s'appelle la Légion Ardente pour essayer de corrompre les planètes et devenir le maître de l'univers incontesté. Bon, bref, il s'appelle Sargeras. Il est méchant. Et en gros, ce qu'il veut faire, lui, là, c'est à un moment, il est combattu par nos héros et on arrive à le repousser et à le faire sortir, enfin à l'empêcher de conquérir la planète. Donc en fait, il est obligé de se casser. Mais avant de se casser, qu'est-ce qu'il fait? Il plante son épée dans la planète. Bon, j'ai passé les détails autour de la catastrophe, vraiment, je pourrais qualifier de planétaire, hein, catastrophe planétaire que ferait cet événement-là, parce que ça détruirait probablement toute forme de vie. Enfin, ça serait considéré comme une extinction de masse, hein, littéralement de tout ce qui existe sur la planète. Mais bon, bref. Je passe sur ça, juste pour dire que l'épée, on a de la chance, se retrouve en jeu. Après cet événement catastrophique, l'épée se retrouve en jeu. Et en jeu, on peut y avoir accès, on peut aller à l'épée, à la base de l'épée, on peut s'y approcher et en fait on peut du coup en faire une mesure. Encore une fois, grâce à nos étalons personnages, on peut, là vous avez par exemple en vert, j'ai entouré, là je l'ai entouré parce qu'on le voit quasiment pas là sur la manière dont le cliché est fait.
là vous avez en fait un personnage en vert qui est sur sa monture volante, là tranquille, en train d'observer l'épée. Et de la même manière que on a pu mesurer les distances parcourues lors de la chute, là c'est pareil, on peut mesurer en fait la taille de l'épée grâce à l'étalon personnage, donc qui est juste basé sur le fait qu'on sait que un personnage de telle race fait telle taille, et donc après ce personnage, en le mettant de proche en proche comme ça, enfin en s'en servant d'étalon, on peut mesurer la hauteur de l'épée, en fait, qui est en jeu. Donc la hauteur de l'épée, voilà, ça va nous donner une certaine dimension. Donc c'est la question à laquelle on essaye de répondre, quelle est la taille de l'épée de Sariras? Je file des bisous. A plus Nairi, merci d'être passé. Donc après, comment mesurer cette épée? Comment se mesurer cette épée? J'y ai répondu du coup grâce à l'étalon personnage. Et une fois qu'on a mesuré l'épée, en fait, ça nous fait une distance dans la cinématique en question. Parce que là, on voit qu'il y a Sargeras du coup qui va planter son épée. Du coup, on a un étalon de distance ici, qui est la taille de l'épée, qui est notre nouvel étalon. Et cette taille de l'épée, en fait, elle nous permet d'approcher du coup le rayon de la planète. Si on reprend la cinématique et qu'on extrapole la partie d'Azeroth qui est cachée ici, qu'on voit juste de ce côté-là, en fait, on peut réussir à avoir une idée du rayon de la planète. Voilà, comme là, c'est vraiment fait à l'arrache, mais c'est une méthode, c'est une manière de faire. C'est une manière de faire qui est contestable parce que on pourrait dire par exemple que l'épée dans le jeu, elle a une certaine distance, mais qui n'est pas nécessairement la même que celle de la cinématique, parce que les échelles sont pas forcément les mêmes non plus. Mais là, pour des raisons de limitation en termes de données, on est obligé de faire cet artifice, on est obligé de considérer, de poser l'hypothèse que l'épée de la cinématique est à la même taille que celle du jeu, quoi, que celle qu'on trouve dans le jeu. Et de cette manière-là, bah, on en déduit un rayon, encore une fois, grâce à un jeu d'étalons, on en déduit le rayon de la planète qui serait autour de 4200 mètres. 4200 mètres, c'est vraiment, vraiment très faible par rapport à la Terre. La Terre, c'est plutôt 6000 km, enfin, pour donner un ordre de grandeur. Donc là, on est à 3 ordres de grandeur de différence, quoi. Si on néglige, les différences de chiffres après. Mais voilà. Donc là, on est face à quelque chose d'une planète qui est vraiment ridicule, quoi. En termes de taille, un rayon de 4 km de taille, voilà, quoi. Ou même... en fait, du coup, ça fait un diamètre de 10 km. On est plus sur un petit corps. À ce moment-là, ça, c'est plus la taille d'un astéroïde ou d'une comète, en fait. Comment ça rationalise et ça fait du cherry picking, en fait. De ouf, t'as vu? J'ai choisi ce que je veux comme info. Mais là, en gros, Azeroth ferait plus la taille d'une comète ou d'un astéroïde que d'une planète à ce stade. Vu la taille, vu l'ampleur du truc, quoi. Ok, mais on va pas s'arrêter en si bon chemin quand même si c'est très différent. On va continuer. On va continuer notre raisonnement. Je vous ai dit, grâce à cette formule de la gravité un peu plus tôt, en connaissant 2 des termes, on peut en avoir le 3e. Donc là, dans cette formule, on a la gravité qui est égale à grand G fois la masse divisée par R carré. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais grand G, c'est une constante, en fait. Une constante, pardon. C'est la constante gravitationnelle et sa valeur est unique. Enfin, sa valeur, comme c'est une constante, est la même, quel que soit le corps que vous considérez. La Terre comme rayon, 6311, pas beaucoup plus grande. Non, parce que c'était en mètres, alors Gibus, c'est pour ça. C'était en mètres et pas en kilomètres. C'est pour ça que Azeroth est extrêmement, beaucoup plus petite. Donc c'est ça le souci, c'est qu'on a 3 ordres de grandeur de différence. Et donc voilà, donc grâce à cette formule, maintenant on a calculé petit g grâce à la physique newtonienne, on a calculé R2 de manière soum avec une cinématique et un étalon de personnage. On peut calculer M en fait, parce que M, bah, c'est tout simplement petit g fois R carré divisé par grand G. En fait, on bidouille l'équation de sorte à isoler M et calculer M en conséquence. Et là, on se retrouve avec une masse de 8 x 10 puissance 18 kg, pardon. Et ça, en fait, bon...
pour les gens qui savent pas, enfin, ça peut paraître être un très grand nombre, enfin c'est un grand nombre, hein, 10 puissance 18 c'est beaucoup de zéros. C'est 8 avec 18 zéros derrière, donc c'est quand même énorme. Mais le problème, c'est que ça reste très faible à l'échelle planétologique, parce que pour le coup, Azeroth et la Terre, elle, est plus autour de 10 puissance 24. Je crois que c'est 6 fois 10 puissance 24. Donc il y a un facteur 1 million de différence. Donc c'est vraiment énorme. Et là, je vais vous résumer du coup la comparaison entre Azeroth et la Terre. Donc la Terre qui est à gauche et Azeroth qui est en fait beaucoup plus petite. Bon là je l'ai quand même mise, mais il faut s'imaginer qu'elle est encore plus petite que ça. Je ne l'ai pas forcément mise à l'échelle. Il faut comprendre que Azeroth, si on compare les deux, c'est une planète qui est 1000 fois plus petite que celle de la Terre. Encore une fois, Azeroth se rapproche plus d'une comète ou d'un astéroïde. Et elle est 1 million de fois moins massive que la Terre. Donc ça c'est un peu logique. On pourrait se dire, ok, plus elle est petite, moins elle est massive, donc ça suit un peu le raisonnement. Mais par contre, elle est 3 fois plus attirante, même si l'Orgibus n'aime pas ce mot, 3 fois plus attirante. En fait, là, comme c'est 30 mètres par... oui, c'est ça, 30 mètres par seconde carré, donc c'est extrêmement élevé, et voilà, c'est vraiment les trois... c'est vraiment un corps très très particulier. Qui du coup n'a en fait physiquement pas grand chose à voir avec la Terre à cause justement de cette différence qui provient, on va dire, beaucoup du calcul de la gravité, parce que bon, ce calcul de la gravité qui nous a donné 30 mètres par seconde carré, bah, du coup il a été nécessaire après pour calculer la masse, et donc forcément ça aide pas à ressembler à la Terre, quoi. Donc il y a une matière chez eux qui a une masse atomique 1 million de fois plus lourde que nos éléments. Exactement. Alors là, je suis pas allé plus loin que ça. On va arriver à la conclusion, c'est la slide de conclusion. Je vais vous dire quand même quelques éléments avant d'aller à la conclusion. Je vais vous dire ce à quoi je pensais pour compléter éventuellement, parce que c'est pas la présentation définitive, mais voilà, j'hésite à rajouter ça. C'est qu'en fait, avec ces éléments-là, on peut même aller un peu plus loin et calculer la densité. En fait, la densité d'un corps, ça fait aussi partie des paramètres astrophysiques qui sont intéressants pour qualifier un astre. Donc, la densité, en fait, ça se calcule relativement simplement. La densité, ça va être quoi? Ça va être la masse du corps en question divisée par son volume. Okay, la masse, on l'a calculé un peu avant, ici, là, 8 fois 10 puissance 18. Et le volume, on peut l'avoir tout simplement avec le rayon. Parce que pour une sphère, le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi r carré. Donc à partir du rayon, vous pouvez avoir le volume. Donc en fait, on peut faire un calcul, excusez-moi, de densité. Je me suis amusé à le faire en off. Enfin en off, pas dans la présentation, mais à côté. En fait, la densité, effectivement, de la matière d'Azeroth est autour de... c'est autour, si je me souviens bien, voilà, de 2000 grammes par centimètre cube. Alors là, peut-être ça vous parle pas, vous dites c'est quoi une densité de 2000 grammes par centimètre cube? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour comparer, du coup, la Terre a une densité de 5, autour de 5 grammes par centimètre cube. Donc pour vous dire la différence entre 5 et 2000, elle est énorme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, une matière qui a 2000 grammes par centimètre cube, c'est une matière extrêmement condensée. C'est-à-dire que vous avez la masse qui est vraiment réduite, enfin beaucoup de masse réduite dans un tout petit volume, et en fait c'est ce qu'on a, hein. Pardon, excusez-moi, c'est ce qu'on a avec Azeroth, c'est que la masse est vraiment concentrée dans un volume réduit, et une densité pareille, en fait, il n'y a aucun élément du tableau périodique qui a une telle densité. Il y a aucun... Les éléments les plus lourds, par exemple, pour vous donner une idée, le plomb c'est 10 grammes par centimètre cube. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? L'eau, pour vous donner un étalon pour que vous puissiez vous représenter, l'eau c'est 1 gramme par centimètre cube. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 litre d'eau égale 1 kg. Ok? Jusque là ça va. Imaginez une bouteille de 1 litre. Votre bouteille en plastique de 1 litre, elle fait environ 1 kg. Remplie d'eau. Hein. Et là, du plomb, imaginez la même bouteille de 1 litre mais remplie avec du plomb. Au lieu de faire 1 kg, elle en fait 10. Ok? Mais ensuite, imaginez la même bouteille d'eau mais remplie avec de la matière de Azeroth, et bah du coup, elle ferait 2000 kilos. Donc il y a un problème, il y a un peu un problème dans
dans la nature de cette matière-là, parce qu'il n'y a effectivement aucun élément sur Terre qui puisse expliquer comment on arrive à une densité telle. Comment expliquer qu'un objet soit aussi compacté, aussi dense en matière? J'ai pas d'explication. Voilà. On a l'impression d'être sur un terrain de foot en mode Olivier et Tom. Et juste pour finir, après, Zeta, je lis ta question. Alors, il y a Georgibus qui disait étoile à neutrons. En fait, je me suis renseigné. J'ai essayé de chercher un corps dans l'univers qui pouvait avoir une telle densité. Et en réalité, les corps les plus denses qui existent, si on met, on va dire, à part les trous noirs, qui sont pas vraiment des corps d'ailleurs astrophysiques, mais plus des zones de l'espace, mais c'est des cas particuliers. Si on met à côté, si on éloigne un peu les trous noirs, on a les étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons, c'est des corps très particuliers de notre univers, parce qu'ils sont extrêmement denses en matière. C'est des étoiles qui ont beaucoup de matière dans un relativement faible volume. Mais en fait, le problème, c'est que cette densité des étoiles à neutrons, en fait, elle est incroyablement beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus élevée que celle de notre corps d'Azeroth là. C'est de l'ordre, j'avais vu, de 10 puissance 18. En fait, on est à des ordres de grandeur qui sont démesurés en fait pour les étoiles à neutrons de densité, qui sont même bien, mais alors au-delà, bien plus élevés que ce que j'ai mesuré chez Azeroth. Donc en fait, les 2000 de grammes par centimètre cube de Azeroth se rapprochent de aucun corps connu, enfin pas à ma connaissance, pour avoir fait quelques recherches. J'ai pas réussi à identifier un corps qui pourrait exister, qui aurait la densité que peut avoir Azeroth, quoi. Voilà. Combien 10 puissance 18. Je sais pas pourquoi il a pas marché d'ailleurs, le combien là. Il y a peut-être un bug de trigger fire, bon bref. Mais du coup, est-ce que le rayon calculé a une cohérence par rapport à la surface connue pour la carte de WoW? Bah justement, ça fait partie, c'est bien que tu mettes ça en avant, parce que ça fait partie des critiques. D'ailleurs, je pourrais rajouter une slide critique du modèle, critique de l'approche, parce que c'est ça aussi d'avoir une approche scientifique, c'est qu'on peut critiquer la méthodologie employée pour essayer d'appréhender les distances. Et effectivement, c'est ce qu'on disait du coup, cette manière de calculer le rayon, où on a extrapolé, où on est passé d'une mesure dans le jeu à une mesure dans une cinématique, elle est peut-être là l'erreur. En fait, elle est peut-être effectivement là le point qui fait qu'on est complètement dans les choux. C'est que, en fait, comme on sait très bien que souvent les distances dans un jeu vidéo sont un peu réduites, entre guillemets, pour éviter que le personnage ait besoin de parcourir des kilomètres et des kilomètres et que ça soit juste une randonnée, on va dire, l'expérience de jeu, l'échelle dans le jeu est forcément très réduite par rapport à la réalité de l'univers, tu vois. Donc probablement la mesure qu'on a fait de l'épée dans le jeu, en fait, sous-estime de beaucoup la vraie taille de l'épée, qui doit probablement être plus grande au vu du cliché qui est là. Enfin, j'espère en tout cas. Donc effectivement, ta remarque est très juste, Zeta, parce que ça fait partie, je pense, des limites de l'approche aussi, d'avoir une critique de ce qu'on a utilisé pour faire nos calculs. Et je pense que c'est quelque chose que je soulignerai pendant la conf de samedi. Peut-être que je rajouterai une slide dessus, ou je le mettrai peut-être en conclusion, je sais pas. En tout cas, voilà. Il y avait ce truc sur la densité. J'ai pas fait de slide sur la densité, je vous le dis juste à l'oral, parce que je trouvais ça fun. Mais en fait, comme j'ai vu que ça amenait à rien et que j'avais du mal à en trouver une explication intéressante, voilà. C'est juste après la discussion autour de la discussion, autour de ce qui est possible ou pas de faire. La vitesse de rotation d'Azeroth n'a pas été prise en compte, comme la mission gravité de Old Clément. Non, j'ai pas eu besoin de prendre la vitesse de rotation d'Azeroth, effectivement. Mais qui doit être assez proche de celle de la Terre, finalement, puisque... Ah bah non, du coup, on pourrait la calculer, puisque, en fait, on sait que sur Azeroth, t'as des cycles qui sont calqués sur les cycles jour-nuit de la Terre. Donc on sait que t'as 24 heures, que c'est tout le temps... que t'as une rotation... J'allais pas dire similaire, mais que t'as les mêmes cycles
de jour et de nuit, quoi. Il y a le cycle jour-nuit d'en haut qui te permet justement... Mais maintenant qu'on connaît la taille, ben, on peut calculer la vitesse. Voilà, voilà. Donc pour conclure, et après comme ça on ira se coucher et ça fera un super live, parce qu'on sera pile poil dans le développement habituel. Il y a tonton Tom Tom qui vient juste débarquer. Pour conclure, et ça c'est une conclusion un peu plus générale que juste répondre à la question est-ce que Azeroth est semblable à la Terre. Alors pour ceux qui viennent de débarquer, la réponse c'est non. Azeroth n'est pas semblable à la Terre parce qu'elle a une gravité 3 fois plus importante, elle a une masse 1 million de fois plus faible et un rayon 1000 fois plus bas aussi. Donc non, il y a des grosses différences, mais qui peuvent être aussi dues à notre méthode de calcul employée. Mais pour conclure, et ça c'est pour conclure de manière plus générale sur l'approche de faire de la science dans la fiction, on peut dire que, enfin moi ce que je veux que vous reteniez finalement, c'est que vous pouvez prendre n'importe quel univers et l'exploiter. Tant que c'est un univers, j'ai envie de vous dire, qui a suffisamment de ressources pour pouvoir être exploité, parce que si il est trop peu décrit, s'il n'y a pas assez d'éléments, bah, vous risquez vite de tomber en rade et pas pouvoir aller au bout de votre développement. Donc, mais typiquement n'importe quel univers peut être utilisé, surtout s'il est riche, c'est mieux, et n'importe quelle science également peuvent être exploitées, parce que là on a essentiellement utilisé de la physique et de l'astrophysique un peu, voilà, c'est des formules relativement de base et des comparaisons avec des échelles pour pouvoir faire nos calculs, mais en réalité il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, en particulier dans des univers comme Warcraft qui sont très orientés autour des guerres, des relations diplomatiques, de la géopolitique et compagnie. En fait, il y a une place prépondérante aux sciences humaines et sociales et à l'histoire de manière générale, qui je pense est exploitable à l'infini. Je pense le nombre de références historiques qu'on peut retrouver dans Warcraft, ou le nombre de parallèles qui peuvent être faits avec la réalité aussi par rapport à ce qui s'y passe. Bref, vous avez de quoi faire. Donc je pense que il y a beaucoup à développer dans un univers comme celui de Warcraft, et pas que sur des sciences dites dures comme je l'ai montré ce soir. Spécifier, voilà, alors pour pouvoir approcher un univers, déjà choisissez votre univers, faites en sorte qu'il est quand même qu'il soit un peu développé pour pouvoir avoir des éléments. Spécifier le matériau de base, c'est important. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire choisir le bon matériau de l'univers. Si le matériau a plusieurs sources, par exemple, bah, dans le cas de Warcraft, il y a des livres, jeux, films, etc. Donc n'essayez pas d'être trop exhaustif et de prendre tout ce qui existe, mais servez-vous seulement déjà, essayez de répondre à votre question auquel vous vous posez, excusez-moi, essayez déjà de répondre à votre question que vous vous posez juste en prenant une ressource, et si vous voyez que vous n'y arrivez pas, éventuellement basculer sur une autre. Mais cumuler trop de ressources peut être un peu problématique pour des raisons de cohérence. Après, ça peut être intéressant de discuter des cohérences entre les sources, mais ça c'est un autre débat. Et enfin, la dernière phrase dernier message que j'aimerais communiquer, c'est le fait que le réalisme scientifique n'est pas une contrainte, mais une opportunité pour vulgariser. Je veux vraiment insister là-dessus, parce que vous voyez à la fin, on est parti un peu en couille, on a montré en quoi Azeroth finalement est un corps au niveau astrophysique qui est un peu absurde, quoi. Qui a pas trop de raison d'être, qui a des caractéristiques astrophysiques qui sont un peu absurdes les unes avec les autres. Donc il y a un moment où on peut être dépassé par la recherche du réalisme scientifique. Mais en fait, il faut savoir que le réalisme scientifique n'est pas la quête de faire de la science avec la fiction. L'objectif n'est pas de montrer que l'univers est réaliste ou que l'univers tend vers une réalité qui est plausible. Non. L'objectif de cet exercice de faire de la science avec la fiction, c'est avant tout un chemin intellectuel, trouver un prétexte pour parler de science, et pas nécessairement trouver une explication scientifique et réaliste au phénomène qu'on essaye de décrire ou de comprendre. D'accord? Et ça, c'est hyper important, parce que du coup, ça permet de justifier aussi toute notre discussion qu'on a eue autour de la plausibilité d'Azeroth et de ses caractéristiques absurdes. C'est ça, c'est qu'en fait, on s'en fout que Azeroth ne ressemble à rien à ce qui existe dans notre univers, parce que c'est un univers de fiction. Et que
ça sert à rien de rechercher un réalisme scientifique absolu dans de la fiction. Ce qui est intéressant, avant tout, c'est le chemin parcouru, et c'est tout ce développement scientifique, c'est tout ce raisonnement intellectuel qu'il y a derrière, et qui vous a permis de revoir un petit peu des outils de base, des notions un peu élémentaires en physique, et de redécouvrir voilà, des éléments de science, un peu indirectement grâce à de la fiction, quoi. Après, que Azeroth ressemble à la Terre, que Azeroth soit réaliste, que Azeroth ait tel ou tel pendant vrai ou faux, on s'en fout un peu en fait. On s'en fout un peu. La vraie question en fait à laquelle on essaie de répondre, c'est est-ce que vous avez passé un bon moment, quoi. Et est-ce que vous avez, à travers ce moment, en plus d'être bon, vous avez réussi dans ce moment de divertissement, est-ce que vous avez aussi réussi à apprendre et comprendre éventuellement une ou deux petites choses, quoi. Voilà, c'est tout pour moi là-dessus.